Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 12e épisode de la saison 5 de Tranche de couple. Épisode qu'on a décidé d'intituler Poker Face. Bah oui, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors pour commencer, on se lance directement sur un sujet d'actualité. Max, notre orange favori. Et oui, parce que Donald Trump, on vous en a parlé finalement à chacun des derniers épisodes, mais on va continuer à vous en parler. Et aujourd'hui, on vous parle de Trump qui fait sa poker face. Ah ouais, c'est en lien avec le sujet. Bien vu. Et puis on imagine les tronches de Trump en poker face, c'est quelque chose quand même. Vous vous souvenez cette photo qu'il a pris quand que la police a pris de lui quand il s'est constitué, c'était quelque chose. Prisonnier en Géorgie, oui. Bon, alors du coup, échec et mat, c'est le verdict du procès contre Trump et la Trump Organization, donc l'organisation Trump, pour fraude fiscale, qui est tombé. Le juge a condamné Donald Trump à plus de 350 millions de dollars avec des intérêts, avec différentes échéances dans le temps, ce qui fait qu'au moment du verdict, c'était 350 millions plus, mais on n'avait pas exactement la somme totale. Donald Trump et son organisation sont tous deux, donc à titre personnel et l'organisation, interdits de faire de nouveaux prêts auprès d'institutions financières basées à New York pour 3 ans. Et ça va du coup être extrêmement compliqué parce que la majorité des banques sont basées à New York et par conséquent ne pas pouvoir faire de prêts avec ces organisations, c'est très compliqué. Mais ça va être aussi très compliqué pour Trump quand il va s'agir de payer ce qu'il a été condamné à payer du fait de ces fraudes fiscales. Même si Donald Trump est très riche, en effet, il n'a pas beaucoup de liquidités, d'argent immédiatement disponible, parce que la majorité de ses biens sont en fait liés à la Trump Organization pour des raisons fiscales. À noter aussi que ses enfants, Don Jr. et Eric Trump, sont par conséquent, par résultat du jugement aussi au chômage. On va verser une petite larme pour eux. Dommage. Alors, les avocats de Donald Trump ont demandé au juge Arthur Engoron un délai de 30 jours pour que le jugement soit effectif, parce que effectivement, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Et apparemment, le juge a répondu par email non. Alors oui, parce que on va vous parler un petit peu du détail. À partir du moment où le jugement est enregistré et publié, Donald Trump a 30 jours pour verser la somme. Et donc, le jugement a été enregistré vendredi dernier. Et donc le chiffre est désormais connu, avec les intérêts qui, couraient depuis, pour certains, 2019, avec différentes échéances selon les différents éléments du jugement. Donc, Trump a été condamné à payer 454 156 783 dollars. Et je vous parlais d'intérêt. Tant que Trump ne paye pas cette somme, il y a 89 000 dollars d'intérêt journalier qui s'ajoutent à cette somme. Donc il a quand même intérêt à payer rapidement. Donc je le disais, Trump a 30 jours pour payer cette somme, et vous allez me dire, naturellement, Donald Trump va faire appel, donc il ne paiera jamais cette somme. Alors en fait, il y a une particularité, c'est que l'État de New York oblige les condamnés à déposer l'argent correspondant à ce à quoi ils ont été condamnés en caution lorsqu'ils font appel. Donc de toute façon, dans 30 jours, d'ici 30 jours, soit Trump paye à l'État de New York les dommages, soit il fait appel, mais il doit quand même mettre en garantie ces 454 millions et plus, puisqu'il y aura les intérêts qui vont s'ajouter jusqu'à ce qu'il paye. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on vous disait la dernière fois dans notre dernier épisode on vous disait dans notre dernier épisode que Trump avait été condamné en diffamation contre E.J. Carroll. Il a été condamné à payer 83,3 millions de dollars en dommages.
Ce qui fait au total, j'ai fait le petit calcul, 537 456 783 $ à payer. J'ai beau essayer de faire un poker face, là j'y arrive pas. Là. Ouais, ça fait quand même un demi-milliard de dollars. Ça fait quand même très très cher à sortir de sa poche. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que si Trump ne paye pas, eh bien le juge peut saisir ses biens. Alors vous allez me dire... La Trump Tower, la Trump Tower. Alors en fait, c'est pas la Trump Tower, parce que la seule chose qui lui appartient encore, c'est le penthouse. C'est le penthouse, celui qu'il avait, il avait exagéré la taille pour avoir des meilleurs prêts. Et décoré avec beaucoup de goût d'ailleurs. Oh, magnifique, magnifique. Dorures partout. Et vous allez me dire, en fait, c'est pas grave, tous les PAC politiques, la campagne va payer pour lui. Non, en fait, c'est interdit pour un fonds de soutien politique de payer des frais judiciaires de condamnation. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Voilà, donc affaire à suivre, mais ces 30 prochains jours vont être tout à fait intéressants. Bon, pendant ce temps-là, Trump est toujours la raison du blocage d'un accord à la Chambre des représentants pour assurer un soutien américain financier à l'Ukraine, à Taïwan et à Israël. Vous vous souvenez, il y avait un deal qui avait été trouvé le 12 février au Sénat qui est à majorité des démocrates, mais il fallait que la Chambre des représentants vote également cette loi pour que l'argent puisse enfin être débloqué pour notamment soutenir l'Ukraine. Et bien en fait, la Chambre des représentants n'a toujours pas mis ce projet de loi sur son agenda parce que le speaker républicain s'y oppose, au motif que la priorité est à l'agenda domestique, mais en réalité parce que Donald Trump s'oppose à soutenir l'Ukraine. Vous vous souvenez, le quiproquo, tout ça. Trump et l'Ukraine, il y a un vrai sujet. Il avait dit globalement que s'il revenait, s'il avait été président, il aurait mis l'Ukraine à genoux pour qu'elle trouve un accord avec la Russie. Vous imaginez bien, c'est tout à fait dans le goût du jour. Alors du coup, ça fait une transition avec Guillaume, le point d'actu que tu voudrais nous faire aujourd'hui. On enregistre aujourd'hui. Le 24 février, c'est effectivement, on célèbre ce jour-ci le 2e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie suite à une opération militaire spéciale censée à l'époque durer quelques jours. Comme promis par le tsar des poker face, Vladimir Poutine lui-même, les soldats arrivant de Biélorussie ayant tous dans leur pactage leur uniforme de parade au cas où, au bout de 3 jours, ils avaient pu y parader dans Kiev. Alors, j'utilise le mot « célébrer » qui peut paraître tout de même un peu étonnant pour une raison que j'espère bonne. J'ai vu en effet ce terme employé sur le réseau social d'une artiste avec laquelle j'ai travaillé récemment, russe, mais aujourd'hui également naturalisée française. Elle considère que cela peut paraître pervers d'utiliser ce terme de célébrer, mais je cite « On doit célébrer toutes celles et tous ceux qui résistent ou ont résisté, qui se battent ou se sont battus, qui ont protégé leur famille, leur maison, leurs convictions. Célébrer, c'est la quintessence de l'être humain. La joie est un pouvoir, mais les Russes, veulent l'éradiquer en semant la mort. Alors célébrons très fort et très grandement ceux qui sont morts pour nous permettre d'être encore en vie. Chantez, pleurez, riez, parlons fort pour qu'ils entendent que nous n'oublierons pas plus que nous pardonnerons. » Alors c'est une phrase assez forte, je trouve. Ce 2e anniversaire tombe à un moment où les choses sont compliquées pour l'Ukraine. Manque de munitions, situation bloquée aux États-Unis comme vient de le mentionner Max, sanctions inopérantes, et au beau milieu de tout ça, où en est l'Union européenne ? Ces dernières semaines, de nombreux observateurs n'ont pu que constater le caractère complexe et peu engageant de la situation des forces armées ukrainiennes. Là où elles ont pu tirer quasiment la même quantité, par exemple, de munitions que la Russie pendant 2 ans, la différence est maintenant de 1 pour 20 ou 30, ce qui fait une différence monstrueuse sur un champ de bataille où la pression ne retombe pas. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères, constate que bien que l'Europe, et l'Union européenne plus particulièrement, aient montré un front quasi uni tout au long de ces 2 ans, les paroles ont peu été suivies d'actes et la mise en route d'une véritable aide régulière et permanente à l'Ukraine est complexe. Menacée par le spectre de Trump et les élections américaines à la fin de l'année, l'aide américaine, qui a été majeure depuis 2 ans, n'est pas non plus gravée dans le marbre et risque de disparaître. Le Drian rappelle que l'Union européenne ne pourra s'en prendre qu'à elle-même si elle joue la naïveté trop longtemps et que Trump arrive au pouvoir. Alors même qu'il a menacé, il y a quelques semaines en arrière, de ne pas soutenir les pays de l'OTAN qui seraient attaqués par la Russie si ils ne contribuaient pas assez au budget de l'Alliance. Et ce n'est donc pas que l'Ukraine qui trinquera si ça arrive.
Un article du Figaro pointe la peur de la guerre qui gagnerait les Européens, mais l'instinct de survie n'est clairement pas encore suffisamment fort pour avoir un réel impact. Les sanctions, comme je l'ai dit, sont quasi inopérantes, avec comme meilleur exemple le peu d'enclin d'un bon nombre d'entreprises tricolores à quitter le marché russe, sous des excuses tout à fait peu acceptables, mais enfin bref, coucou le groupe Muliez, donc quand vous allez vous faire vos courses chez Auchan, chez Decathlon, chez Leroy Merlin, souvenez-vous qu'ils sont toujours présents en Russie et font de l'argent sur la guerre en Ukraine. Et le fait que la Russie contourne les sanctions financières via la Chine et commerciales via ses anciennes républiques satellites qui se font un plaisir de servir d'intermédiaires payés grassement. L'arrêt des importations d'énergie russe, par ailleurs, est en trompe-l'œil puisque la Russie a simplement vendu son énergie à d'autres États, et notamment la Russie et l'Inde. De son côté, Emmanuel Macron, champion du en même temps et partisan de l'opacité de l'aide de la France à l'Ukraine depuis 2 ans, que l'on se refuse à chiffrer précisément, mais qui ne serait, selon des rapports pas énormes et pas très glorieux, en tout cas par rapport à d'autres pays proportionnellement, a renforcé récemment le partenariat stratégique avec la Suède, qui, elle, attend depuis plus d'1 an son intégration à l'Alliance Atlantique, intégration qui se heurte aux meilleurs ennemis de l'OTAN, la Turquie et la Hongrie. Tada, poker face. La France et l'Allemagne, dont la guerre en Ukraine n'a pourtant pas contribué à rapprocher de façon visible le moteur de l'Union européenne, malgré récemment une réunion du ressuscité triangle de Weimar avec la France, l'Allemagne et la Pologne, ont cependant eu le bon goût de signer avec le président ukrainien, mais séparément, 2 accords de sécurité bilatéraux, engageant profondément les pays à soutenir l'Ukraine. Après en même temps, le retour du quoi qu'il en coûte, on n'est clairement pas encore là, et si l'Union européenne n'a pas encore su lancer de façon efficace une aide militaire et solidaire à l'Ukraine consistante, peu aidée, il est vrai, par le manque d'ambition des États vis-à-vis d'une politique européenne de la défense, et surtout le peu de décisions financières pour mettre de l'argent sur la table et acheter des armes et des munitions. Il y a par exemple des discussions depuis des mois sur un paquet d'aides militaires à l'Ukraine qui n'ont toujours pas abouti. Alors pour tenter de combler le retard pris dans l'industrie de défense, la Commission devrait annoncer fin février ou début mars une stratégie pour l'industrie européenne de la défense, un plan pour accroître les capacités des Européens. À la conférence sur la sécurité de Munich le 16 février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui espère être reconduite, a plaidé pour la nomination au sein de la prochaine commission d'un commissaire responsable de la défense. Coucou, comment elle s'appelle la présidente c'est la présidente estonienne qui s'est déjà... Maria Callas. Maria Callas qui s'est déjà positionnée sur le poste. Pardon, aparté, il faut investir davantage, a-t-elle insisté. La guerre a également permis d'esquisser une politique de défense européenne commune avec l'instauration de la Facilité européenne pour la paix, mais tout ceci prend du temps et du temps. Nous n'en avons plus. Dans un article paru le 20 février dernier dans Les Échos, Karl de Meyer rappelle que la guerre en Ukraine a poussé pour la première fois l'Union européenne à se poser un véritable questionnement existentiel et à changer son approche parfois trop molle/modérée vis-à-vis de la Russie. Qu'elle a dû revoir toute sa politique énergétique, qu'elle a dû trouver des solutions créatives à base de rétention budgétaire face à une Hongrie plus proche de Moscou que de Bruxelles, et enfin qu'elle a aussi montré les limites de l'expansion promise à l'Ukraine et la Moldavie notamment. À quel prix et sous quel délai ? Alors un peu de positif, en tout cas de penser un peu à l'après aussi pour clôturer ce chapitre. L'Union européenne planche aujourd'hui avec l'Ukraine sur une réouverture des liaisons aériennes, sur, comme je le disais, cette candidature qui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aboutira. Emmanuel Macron avait dit au moins pas avant 10 ans. C'était l'année dernière. En tout cas, il y aura pas mal de travail à faire, notamment, on pense aujourd'hui à tous les agriculteurs polonais qui manifestent à la frontière pour empêcher l'Ukraine d'importer des produits agricoles. La reconstruction aussi, dont il est désormais acquis que le coût dépassera les 500 milliards d'euros et où l'Union européenne et ses pays membres ont une véritable carte économique à jouer aussi. Soyons un peu réaliste, c'est un peu cynique, mais c'est la vérité. Il y reste donc beaucoup de questions en suspens. On reviendra dans 2 semaines sur l'Ukraine plus précisément, mais voilà pour vous donner un peu une idée d'où en est l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Merci beaucoup Guillaume. Effectivement, c'est compliqué pour l'Ukraine. Elle vient de changer de chef d'état-major des armées, qui le nouveau a reconnu que c'était très compliqué. C'est surtout aussi pour les troupes de tenir le front. Voilà, c'est le front qui ne bouge pas beaucoup. En tout cas, on pense à tous les Ukrainiens, qu'ils soient en Ukraine ou qu'ils soient ailleurs. Voilà, c'est 2 ans de guerre, on va dire,
sur lequel tout le monde s'intéresse, mais la guerre, elle avait déjà commencé 7 ans plus tôt, en 2015. Voilà, on pense bien à tous les Ukrainiens. Alors on voulait aussi faire une petite brève peut-être un peu plus joyeuse aujourd'hui pour célébrer l'adoption du mariage pour tous en Grèce. Le Parlement grec a voté en faveur du mariage pour les couples de même sexe et l'adoption d'enfants par ces mêmes couples le jeudi 15 février, ce qui a donné lieu à de nombreuses célébrations à travers le pays. Alors c'est une réforme sociétale majeure qui a été portée, et c'est tout à fait notable, par un Premier ministre conservateur qui y a vu un tournant pour les droits de l'homme dans un pays où l'influente Église orthodoxe était farouchement opposée à la réforme. Quoi, quand on veut. On peut. Et on a d'ailleurs lu dans certaines publications que l'Église orthodoxe avait fait lire par les prêtres de l'Église orthodoxe leur position contre le vote de cette loi dans les églises le dimanche précédent le vote au Parlement. Donc avec ce vote, la Grèce devient le 37e pays dans le monde et le 17e pays de l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour les parents de même sexe. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour la reconnaissance de droits pour tout le monde. Et alors, on vous partagera sur les réseaux sociaux ce Kroll. Kroll, c'est un dessinateur belge qui publie dans Le Soir notamment des petites caricatures et qui nous publie cette caricature avec deux soldats en tenue hellénique qui semblent être en couple et dont un qui pousse une poussette et l'autre qui dit « enfin » avec le petit drapeau grec derrière. C'était assez mignon. Au début, je trouvais ça un peu bizarre, puis finalement, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà. En tout cas, on les félicite et on félicite le gouvernement d'avoir passé cette réforme qui n'enlève des droits à personne, mais qui en donne à des citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits que tout le monde. Bravo, merci. On continue. Guillaume, c'est toi qui nous fais aujourd'hui, non pas une belgitude, mais une hongritude. Ouais, ou une magyaritude, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, comment une virgule a permis à une librairie de gagner un procès contre une loi portée par le gouvernement ultra-conservateur pour limiter la propagande LGBT, Viktor Orban ayant qualifié la communauté LGBT, je cite, d'ennemis de l'intérieur. On en est quand même rendu là, on vient de passer de la Grèce à la Hongrie sans transition, c'est violent, je vous l'accorde. C'est dans la même Union européenne, hein. C'est ça. Une union de valeurs communes, partagées. C'est ça, bla bla bla. Donc la chaîne de librairie hongroise Libra est engagée dans un bras de fer avec le gouvernement concernant la vente de livres accusés de faire la promotion de l'homosexualité. C'est vrai ? On a des comment dire, il y a des prix, il y a des discounts. Ouais. Parmi ces livres, la version papier donc du roman graphique donc en BD de Heartstopper, mieux connu pour la série lancée par Netflix. Heartstopper, oui, on vous en avait parlé. On vous en a parlé, on a adoré. Qui n'aurait pas été plastifié pour éviter de voir cette couverture. Cachez donc cet amour que l'on ne saurait voir. À la couverture, c'est deux mecs, même pas en train de s'embrasser, avec des petits cœurs autour. Je le précise quand même pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Sauf que le texte de loi hongrois dispose que tous les produits destinés aux enfants qui représentent l'homosexualité doivent, je cite, être commercialisés séparément des autres produits uniquement dans un emballage scellé. Le tout en une seule phrase, sans virgule. Je répète, ils doivent être commercialisés séparément des autres produits uniquement dans un emballage scellé. Le législateur n'ayant pas mis de virgule devant le mot « uniquement », la phrase hongroise signifie donc ainsi que seuls les livres conservés séparément doivent être emballés dans un film transparent. Bravo, alors là, bravo quoi. Je peux pas vous faire peut-être la poker face. C'est un ennemi de l'intérieur qui a écrit cette loi. Ouais, c'est con quoi, c'est ballot quand on sait le soin qu'a mis le gouvernement à établir cette loi tellement morale. Pas d'infraction. Pas de sanction, le tribunal considère donc que tant que la loi sera ainsi rédigée, aucun cas similaire ne sera plus étudié dans le futur de la justice. Le PDG de la chaîne Libra salue cette décision, mais a également insisté sur le fait que ce n'était pas que cette partie de la loi, mais l'ensemble de la loi qui avait été très mal rédigée et qui pouvait donc laisser quand même passer un certain nombre d'appréciations, ce qui risquait qui peut être positif comme ça l'est maintenant, mais aussi négatif en fonction du tribunal auquel on se réfère. On espère que les résistants de l'ombre ont aidé à faire que cette loi soit mal rédigée. C'est ça.
Et c'est ce même pays dont la ministre de la Famille et la présidente elle-même ont démissionné il y a quelques semaines suite à un scandale lié à la grâce accordée dans le cadre de la venue du pape à l'automne dernier à un condamné impliqué dans une affaire de pédocriminalité. Voilà, poker face, mais quand même, ça serait drôle si ça n'était pathétique. Boum. Sorry, hein. Alors on passe maintenant à notre rubrique vie de couple, après cette hongritude-maguéritude pathétique. On commence par quoi, Guillaume ? Eh ben, on peut commencer par notre petit week-end. Comment on a réussi à se faire un week-end tous les deux à Bruxelles ? Exceptionnel, extraordinaire, vous ne vous rendez pas compte. Un week-end où Guillaume ne travaille pas. Pa-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la. Donc un week-end où on a pu se poser tranquillement. Ouais, c'est ça à peu près. Ben, comme vous le savez, pour nous, c'est pas toujours simple de profiter du jour présent, de faire carpe diem. Donc, on a nos petites habitudes. Quand on a un week-end, par exemple, on profite pour aller au resto, aller au spa. Ce soir, on va aller au ciné. On vous en parlera peut-être dans 2 semaines si on a aimé ce qu'on va voir ce soir, d'ailleurs. Ouais, peut-être. Dommage, on enregistre en avance. Et puis, on a nos routines dans la semaine aussi. On fait ensemble les cuistots solidaires le mercredi soir, la messe le dimanche matin. Tout ça, c'est des petites choses qui nous permettent quand même de garder un rythme qui est le nôtre, d'avoir des enjeux et des volontés, des objectifs collectifs. Des moments de qualité. Mmh. Après, on va pas se mentir, quand on a un rythme qui est décalé et qui n'est pas complètement compatible, c'est pas toujours simple. Ceux qui nous écoutent depuis le début, on vous en avait parlé à pas mal de reprises. Mais c'est vrai que le fait que Guillaume, lorsqu'il est en production, lui, son week-end, c'est... entre parenthèses dimanche, parce que ça dépend, lundi, et qui bosse le samedi, potentiellement le dimanche. Du coup, alors que moi j'ai plutôt un rythme classique lundi au vendredi, ça ajoute une contrainte dans notre vie de couple et dans notre équilibre de couple. Ce qui fait que pour trouver des moments où on peut se relaxer, passer des bons moments ensemble, où on est tous les deux disposés et avec l'esprit calme et serein pour profiter de ces moments ensemble. C'est pas toujours simple, mais c'est notre vie. On sait que ceux qui travaillent dans le commerce souvent travaillent le samedi et ont leur lundi de libre. Ça fait partie des équilibres de couple et des contraintes qu'on accepte. Comme je dis toujours, c'est un métier que Guillaume fait qui est parfois contraignant quand il s'agit de travailler le soir ou le week-end, mais en même temps, c'est aussi une chance de pouvoir travailler dans un domaine qui fait rêver et qui est vraiment particulier et qui a du sens. Don't come too close. Ne venez pas trop, ne vous rapprochez pas trop. Oui, non, c'est vrai. Donc voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a été au terme et on a passé une belle partie de journée tranquille, tous les deux, à profiter des saunas, des piscines jacuzzi, du hammam, du soleil. Du soleil un petit peu, oui, quand même. Du frais beaucoup. J'insiste, parce qu'on a aussi parlé avec l'oncle de Max qui est dans le sud. Et dans le sud, il pleut. Alors, il nous a dit qu'il faisait un temps belge. Et aujourd'hui, il ne fait pas un temps belge en Belgique. Petit clin d'œil quand même, à mon oncle. Et voilà, donc j'espère que vous, dans votre couple, vous arrivez à avoir quelques petites routines de choses sympas que quotidienne, si vous vous faites. Pas en couple aussi, c'est important. Que si vous n'avez pas, effectivement, si vous n'êtes pas en couple, mais que vous arrivez aussi à avoir des moments que vous prenez pour vous, pour passer des moments plaisir, parce que c'est important dans le rythme de nos semaines de pouvoir savoir prendre soin de soi. Et alors on peut peut-être faire une petite transition sur quelque chose qu'on découvre, Guillaume, et qui est en lien avec le titre de notre Max, il avait ça, il a comme podcast. Souvent, Max, il a des idées en tête pendant très longtemps, et puis pouf, un jour ça concrétise. Et c'est comme ça qu'il a commandé pour Noël un set de poker. Exactement. Ça faisait très longtemps que j'avais
envie de jouer au poker, Texas Hold'em. Vous savez, moi j'adore James Bond, tout ça, donc Casino Royale, c'est un grand classique, mais plus que Casino Royale, souvent on a pu voir James Bond jouer au poker. Moi, je vais enfin pouvoir revoir cette scène de Casino Royale avec quelques clés de lecture. La fameuse scène où ils sont tous autour de la table, là où il file dans sa voiture parce qu'il s'est fait empoisonner dans son martini au shaker, pas à la cuillère. Avec une olive. Et ah oui, c'est là où il se fait frapper les testicules. Ah, ça, c'est après, ça. C'est pas pendant la partie, c'est après la partie. Quand une fois qu'il a gagné, qu'il a tout, ou je sais plus qui a gagné. Non, il faut vraiment que je le regarde. C'est un peu le milieu, je crois. On a dit qu'on le regardait demain soir. On a dit qu'on se faisait, ça ou Drag Race Belgique. Bref, je sais pas, j'arrive pas à le choisir. Tiens, on pourra en parler la semaine prochaine. Les deux. Revenons donc sur les sujets, parce que bon, bah voilà, on a fait une petite dérive, une petite tangente. Une digression. Une digression. Et donc, nous avons pour la première fois vendredi soir joué au poker avec Guillaume et avec deux amis. Ouais. Et ils étaient un petit big up. Et c'était sorti vendredi soir. Très chouette. Ce week-end, un truc de malade. Et Guillaume a... J'ai assez vite perdu, mais en fait, moi, c'est très contre-intuitif le poker pour moi, parce que déjà, le fait de jouer sur du bluff, pour moi, je trouve pas ça naturel. Alors que je peux m'arriver de bluffer dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, pour des raisons X ou Y. Mais dans un jeu comme ça, le fait que ce soit institutionnalisé et officiel, c'est extrêmement bizarre pour moi. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est Poker Face. Y a une personne avec qui j'ai beaucoup de mal à faire une Poker Face, c'est Max. Parce qu'après 14 ans de vie commune, ça devient compliqué de jouer la Poker Face. Mais je vais m'entraîner. C'est toujours bon d'avoir cette cartouche dans sa poche aussi. Exactement. Il n'est pas inquiet du tout, vous voyez. Il n'était pas quand c'était pas. Il n'est pas trop inquiet, mais donc du coup, Guillaume a mis des lunettes de soleil vendredi soir quand il jouait et on a une photo pour le prouver. Je les ai mis pendant 5 secondes. Et j'ai essayé de ne pas regarder Guillaume quand il prenait ses positions pour ne pas l'influencer, mais c'est vrai qu'on a eu certains épisodes dans des jeux en particulier où je savais quand Guillaume le fait, voilà, il n'a pas été trop apprécié. Voilà, mais donc poker, écoutez, on ne sait pas si vous jouez au poker. Alors on vous rassure, le poker c'est un jeu d'argent, mais là on jouait avec des jetons, donc il n'y avait pas de pression. Mais j'ai réfléchi et je suis d'accord avec ce que disait Tef. Peut-être qu'il faut miser juste 5 € chacun. Juste pour commencer, pour se dire qu'il y a un petit... Juste pour le principe d'avoir un petit attrait pour jouer correctement, c'est ça ? Et après, tu t'achètes une bouteille avec l'argent que tu as gagné et tu la partages avec les gens avec qui ça c'est bien ça. C'est pas mal ça. C'est comme les trucs de gros mots où tu mets un sou dans le... Oui, quand tu viens un gros mot, faire le coup de la bouteille. Bon voilà, donc dites-nous si vous aimez le poker, si vous y avez déjà joué, si vous avez envie d'apprendre. Je peux vous donner des petites fiches, des règles. Si vous savez comment je peux maîtriser ma poker face, voilà. Dites-moi aussi. Ça aidera peut-être Guillaume à passer un poly... Un polyscape, non, comment ça s'appelle ? Vous savez, le machin pour le détecteur... Polygraphe. Un polygraphe, voilà, pour dire qu'il ment, en fait, sans mentir. Bon, voilà, c'est tout pour cette rubrique, Guillaume ? Oui, je trouve que c'est déjà pas mal. On a un podcast qui va être dans les temps, quasiment. Dernière rubrique tech avec France Identité, rapidement. Ouais, alors France Identité, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une nouvelle application qui a été développée par le gouvernement pour tous les détenteurs de la carte d'identité au format carte bleue, donc avec une petite puce à l'intérieur. Ça vous permet, la première avantage, ça vous permet d'accéder à France Connect, donc tous les services en ligne de l'administration, simplement avec votre carte que vous tapez contre votre téléphone, et par le NFC, du coup, ça vous permet de justifier que c'est bien vous. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier avantage, on va dire. Le deuxième, c'est que ça vous permet aussi de produire des justificatifs d'identité à usage unique. Parce que vous vous souvenez tous de ces situations où quand vous voulez louer des appartements, vous faites des tonnes de photocopies de vos cartes d'identité, et donc vous avez des photocopies de vos cartes d'identité qui se retrouvent n'importe où et partout ailleurs.
laisser ça traîner. Et ça, c'est quand même pas très très bon. Alors là, avec cette application, vous pouvez faire un justificatif d'identité pour un usage précis. Donc vous rentrez les données et il vous sort en fait non pas un scan de votre carte d'identité, mais une attestation avec un QR code qui est valable le temps que vous déterminez, et qui pourra du coup être scanné pour vérifier que le justificatif est bien valable. Et donc ça, c'est une très bonne pratique pour éviter d'avoir sa pièce d'identité qui est en photocopie partout. Alors, vous allez pouvoir aussi bientôt prouver votre identité ou certains attributs. Parce que, par exemple, si vous allez dans un bar et qu'on vous demande si vous avez bien plus de 18 ans, vous n'avez pas... aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous montrez votre carte d'identité avec toutes les informations, y compris là où vous habitez, tout ça, ça peut poser des problèmes et créer des risques. Et donc, là, avec cette application, vous allez pouvoir juste montrer votre âge, votre date de naissance, par exemple, et donc pas... ou le fait que vous êtes majeur, et donc pas le reste des éléments. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et dernièrement, et c'est peut-être pour ça que vous en avez entendu parler, France Identité permet d'associer son permis de conduire à cette application. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez plus si vous n'avez pas votre portefeuille avec vous avec votre permis de conduire, eh bien, vous pouvez justifier de votre permis de conduire lors d'un contrôle routier. Et ça, c'est quand même une vraie bonne idée, parce que ça veut dire que vous pouvez prendre la voiture à partir du moment où vous avez votre smartphone. Et ça, c'est quand même vraiment une bonne chose. Alors, sur la sécurité, c'est quand même pas mal fait parce que vous avez donc il faut utiliser par rapport à la carte d'identité, il faut votre carte d'identité, mais aussi un code personnel et l'application sur votre téléphone France Identité, bien sûr. Les données de votre carte d'identité sont stockées en local et non pas donc sur un serveur. Donc ça, c'est une bonne preuve. C'est une bonne pratique pour éviter de se faire voler ces éléments d'identité par un serveur qui serait hacké, par exemple. Et puis, il faut savoir que France Identité a reçu la certification la plus complexe de l'autorité de cybersécurité française, l'ANSSI. Donc, en gros, c'est une application très sécurisée. Et ça également, c'est une excellente nouvelle. On attend de nouvelles fonctionnalités avec France Identité et donc ça, c'est super bonne nouvelle. La digitalisation des papiers. Juste par comparaison, vous vous souvenez peut-être aux États-Unis, il y avait Google et Apple qui avaient proposé de mettre votre carte d'identité ou votre permis de conduire dans Google Wallet ou dans Apple Wallet. Et donc sur des clouds situés pas forcément sur le territoire de l'Union européenne ni sur le territoire de la France. Voilà, et des trucs pas très sécurisés. Là au moins, la France, elle fait toujours un peu pareil, différemment. Vous vous souvenez des applications pour l'anti-Covid, tout ça. Mais au moins, vous avez quelque chose de sécurisé. Et ça, moi, je dis un grand bravo. Alors, allez-y, téléchargez France Identité. Et tout est stocké sur votre téléphone. Rappelez-vous, ça ne part pas sur des serveurs à droite à gauche. Avec de la biométrie et un code pour s'assurer qu'il n'y a que vous qui puissiez y accéder. Faites votre plus beau sourire pour accéder à votre carte d'identité. Merci Max. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode de Poker Face. Oui, je vous laisse me regarder. De la saison 5 et de Tranches de couple. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. Alors, on est toujours très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. On arrive bientôt au 6 millième téléchargement de Tranches de couple. En réalité, comme on le met aussi sur YouTube et que ça décompte pas du même compteur, probablement qu'on est déjà à 6 000 écoutes, mais en tout cas, voilà, sur les podcasts audio. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous, à nous mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré. Ça nous fera plaisir. Un petit like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles parties de poker.